du risque sismique. Et on a dit que le risque, c'est égal à quoi le risque? A, c'est quoi? L'aléa multiplié par V, la vulnérabilité contre le trottoir. Quel risque? Quel khatar. Donc il y a risque, il y a vulnérabilité. Le risque, c'est l'aléa, c'est qu'il y a un séisme. Mais malgré qu'il y ait un séisme, il faut qu'il y ait une certaine vulnérabilité contre le trottoir. Quand le séisme se passe dans une zone inhabitée, est-ce qu'il y a vulnérabilité? Zéro, vulnérabilité zéro. Ok. Donc le risque il est zéro, malgré qu'il y a réellement un séisme, même de magnitude 7, même s'il est très très important. C'est la zone n'est pas habitée, le risque est égal à zéro parce qu'il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de briquant. Donc il y a des paramètres qui sont très très importants aussi. Il y a, comme on avait dit déjà, on avait parlé, donc un AC, ce qu'on appelle l'aléa sismique, c'est le séisme. C'est la probabilité d'avoir un séisme. Et là, donc, généralement, on va parler généralement, c'est de tout ce qui est ouvrage. Ouvrage et habitant. Ok. Si je vois au niveau sismique, s'il y a probabilité d'avoir un séisme, ok, mécanique, est-ce qu'il y a des paramètres qui vont influencer sur le séisme? Est-ce qu'il y a des paramètres autres que le séisme lui-même? D'un point de vue sismique. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être aggravante si vous avez un séisme vis-à-vis de la zone elle-même? Ça peut être quoi, par exemple? L'historique. Non, pas l'historique. L'historique, c'est l'aléa, c'est bon. L'historique, on a traité avec les équations physiques, on a ressorti que la période de retour, on parle de 475 ans, c'est-à-dire c'est une étude sur 475 années, avec des probabilités, on peut gagner 75 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Et on a pu donc tirer tous les aléas sismiques. Ici, le séisme faible, ici fort, ici, etc., etc. Donc ça, c'est l'étude de l'aléa. Les données de donc ça fait partie de plusieurs types de sciences. La géologie, l'archéologie, les historiens, les physiciens, les géologues, etc. Mais est-ce qu'il y a des paramètres aggravants dans cette situation? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres aggravants? La nature du sol, par exemple. La nature du sol. Est-ce qu'elle est aggravante? Oui ou non? Oui. Est-ce que le séisme va agir sur des sols différents de la même façon? Non. On peut avoir des sols, ce qu'on appelle des sols très durs, de la roche par exemple. Donc on peut avoir ici, dans tout ce qui est l'aléa, on peut avoir des sols, très durs, par exemple la roche, ok? Et on peut avoir des sols qui sont très mous, compressibles, tels que par exemple l'argile molle, là, d'accord? Etc. Ok? Donc déjà le sol va intervenir dans l'aggravation des phénomènes sismiques. Si vous avez un sol rocheux, qu'est-ce qui va se passer dans un sol rocheux? En termes de déplacement, est-ce qu'un sol rocheux se déplace? Non, donc il est très rigide.
Donc en termes de déplacement, il est très limité en déplacement parce qu'il est très rigide. Donc on peut considérer qu'il est bon pour une structure. Si je mets quelque chose sur un site rocheux, je ne vais pas avoir de grands déplacements parce que le sol ne se déplace pas beaucoup. Parce que le sol est très raide, il est très rigide. Mais en termes de fréquence, en termes de vibration, est-ce qu'il vibre peu ou moins? Un sol rigide. Si vous tapez sur une barre de fer ou bien sur une table, vous mettez la main. Si je tape, vous allez sentir. Bien non. D'accord? Donc, l'onde, c'est quoi quand je tape? Si je tape je tape ici, je vais le sentir ici. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est les ondes. Donc les ondes sont rapides ou les moins rapides? Dans le cas de quelque chose de dur, les ondes sont très rapides, se déplacent rapidement. D'accord? Vous avez donc plus ou moins un mouvement qui est avec une grande vitesse dans le temps. Ok? Il se passe ici et vous allez le sentir directement ici. Mais imaginez que c'est de l'eau. C'est de l'eau. Le plus mou. Vous allez jeter une pierre dans l'eau. Vous allez les voir, les ondes, dans l'eau. Ils vont se déplacer comment? Rapidement ou doucement? Doucement. Déjà, là, déjà, nous avons déjà une différence déjà, entre un sol très dur et un sol mou. Ok? Ici, il est caractérisé par des déplacements très petits, mais des fréquences très importantes. Une fréquence, c'est quoi? C'est quoi la fréquence? Quand vous dites fréquence, ça veut dire quoi la fréquence? C'est quoi une fréquence? Quand vous avez votre électricité à la maison, c'est un courant alternatif ou le continu? Alternatif. Le courant à la maison n'est pas continu comme celui de l'automobile de la batterie. Il est alternatif. Donc, alternatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il passe entre le plus et le moins. Il passe entre le plus et le moins. Le plus et le moins. Donc vous avez des choses positives, négatives, il va passer par zéro. Pour aller de plus ou moins, il doit passer par zéro avec une chute de tension. Ensuite, une augmentation jusqu'à la tension max. Ici, c'est max. La tension, elle est max ici. La tension, elle est max. Donc max plus et max moins. Ok. La fréquence, elle est de combien de notre électricité? Quand vous lisez sur une machine qui est utilisée alternative, vous allez dire sa fréquence. Elle est de combien la fréquence? Non, ça, c'est pas la fréquence. 50 Hz. 50 Hz. La fréquence, elle est de 50 à 60 Hz. Ça veut dire quoi, ça, la fréquence, une fréquence? Une fréquence, c'est le nombre de cycles. C'est le nombre de cycles en une seconde. C'est le nombre de mouvements. C'est le nombre de mouvements. Une fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. C'est-à-dire que l'électricité que vous voyez ici maintenant, elle oscille entre moins 220 en termes de voltage et plus 220, et elle le fait 50 fois par seconde. Et c'est pour ça qu'on le voit toujours allumé. Parce que nos yeux ne nous permettent pas de voir tout ce mouvement-là. Mais si je ramène une caméra spéciale et je vais ralentir, eh bien, elle va voir que la lumière ici n'est pas toujours allumée. Elle passe à 220, ensuite elle s'atténue, et ensuite elle s'éteint, et ensuite encore, elle s'allume encore.
mais on ne peut pas le voir. On voit que c'est toujours la lumière parce que nos yeux ne permettent pas d'observer un mouvement de 50 ou de 60 mouvements en une seconde. Ok, c'est une vitesse très rapide, on ne le voit pas, on ne peut pas le voir. Ok. Donc, haute fréquence, ça veut dire que si vous avez un séisme qui va arriver dans une zone rocheuse, vous allez avoir des fréquences très très importantes. C'est-à-dire des périodes de mouvement du sol, le mouvement du sol long, donc c'est le mouvement du sol, et ces mouvements qu'on ne peut pas percevoir parce qu'elles sont très très petites, mais l'onde elle va passer. L'onde elle va passer, et elle va passer à une vitesse très très importante. C'est-à-dire que si vous avez une fréquence, généralement la période, T à quoi est égal T en fonction de la fréquence, qui est égal à 1 sur F. Donc si vous avez une fréquence de 50 Hz par seconde, 50 Hz, c'est-à-dire par seconde, vous allez avoir 1 sur 50, c'est-à-dire c'est 0,2 secondes. Est-ce qu'on peut voir quelque chose en 0,2 secondes? Impossible, on va aller, on va le voir. Donc au niveau sol, vous avez donc une autre fréquence caractérisée par une faible période de vibration. Tandis que dans les sols mous, un sol mou, les déplacements seront comment? Seront importants. Parce qu'il est mou, donc il va se caractériser par des mouvements du sol. Les mouvements seront importants. Et la fréquence, elle sera basse. Ok? C'est comme dans l'eau. La fréquence, on peut la voir ici. Ça, c'est les caractéristiques de deux types de sol extrêmes. Bien sûr, il y a d'autres types de sol. Okay. Ici, donc on a le sol. Le type de sol, c'est un paramètre important. C'est un paramètre important. Ok. Donc A, l'aléa, généralement, il va dépendre de deux paramètres. Il va dépendre de l'aléa, du risque sismique. Le risque sismique, on peut l'évaluer. Le séisme, donc, sera évalué à partir d'une accélération du sol. Dès que vous avez un mouvement du sol, donc le sol a une certaine accélération. Tout va dépendre du séisme. Donc en général, ici, nous avons dans l'aléa, généralement vous avez l'accélération du sol. Quelle est l'accélération du sol? Généralement, elle va dépendre du séisme lui-même. Elle va dépendre du séisme. OK? Multiplié par un paramètre S, le site, c'est-à-dire le sol. Donc le séisme va varier. Le séisme va varier en accélération au niveau d'une certaine géographie. Donc vous allez avoir des zones avec des séismes importants, très forts. Donc vous allez avoir une accélération du sol qui sera importante. Et vous allez aussi avoir avec cette accélération le type de sol. Donc pour chaque type de sol, on doit traiter quelle sera l'influence de ce sol sur la dynamique du sol. Et généralement, si je vois l'historique un peu de l'Algérie, les premières règles parasismiques qui datent depuis 1980, en général, c'était caractérisé par deux sols. C'était deux sols. Le sol dur et le sol normal. Donc, ok, dans le départ sismique, dans les règles sismiques algériennes, et ça c'était à peu près dans tout le monde, donc on parlait uniquement, on différencie entre deux sols. Un sol très dur, donc très compact, très résistant, style rocheux, style compact, et un sol normal,
donc qui n'est pas rocheux, qui n'est pas très compact. Ok. Et donc il y avait une incidence, bien sûr, entre un séisme dans un sol rocheux et dans un sol qui n'est pas rocheux. Au fur et à mesure du temps, bien sûr, avec le développement, l'RPA 99 version 2003, on parle maintenant, de 4 sols. Ok? On parle de 4 types de sols. Les sols rocheux, les sols durs, les sols moins durs et les mauvais sols. Ok, donc on est parti de S1, S2, on est parti de sol S1, S2, à 4 types de sols, S1, S2, S3 et S4. Ok, et bien sûr, pour chaque type de sol, vous avez un comportement qui est spécifique, ce qui va influer sur une structure qui est mise sur ce sol-là. Si vous avez une structure, comme j'ai dit, qui est posée sur un sol dur, elle ne va pas subir des déplacements importants, parce que les déplacements dans un sol rocheux sont limités, sont très limités, mais elles seront soumises à une autre fréquence de vibration. Okay. Et si vous avez un sol qui est mou, c'est tout à fait l'inverse. La structure va être soumise à des grands déplacements au niveau de ses fondations, mais avec une faible fréquence. Ok. Je vais parler un peu, dans le futur, je vais parler sur le PA 2024 qui va devenir en application à partir de 2027. Ok. On va discuter à peu près qu'est-ce qu'il y a eu comme changement. On va discuter chouïa. On va essayer de le critiquer aussi. Parce que toute chose peut être soumise à une critique. Je vais les critiquer directement sur le code, pour que les gens puissent le voir après. On espère que la prochaine fois, ils prendront en considération certaines corrections. Donc ici, au niveau du nouveau règlement, on est allé vers 500. C'est devenu, donc ils ont rajouté plus 1, plus 500. C'est un sol un peu spécial ici. C'est un sol un peu spécial qui demande beaucoup plus d'investigation. Si on est dans ce type de sol, le sol devient très très dangereux. Et ça demande des investigations. On doit investiguer au niveau géotechnique ce sol. Donc ça demande beaucoup plus d'investigations que les investigations normales pour ces cas-ci. Donc si nous sommes en face d'un sol type spécial, SS, on doit donc prendre en compte quel est l'effet du sol sur la structure. Ça devient très très médiocre. Donc on est obligé d'aller vers des investigations au niveau du sol un peu spécial. Des sols un peu spéciaux. Ok. Ça c'est à peu près. Donc là je vais déjà. Donc au niveau sismique, déjà le paramètre A, il sera fonction de l'accélération sismique et du site, c'est-à-dire du sol. Et du sol. Chaque sol aura ses propres caractéristiques. Okay. Au niveau vulnérabilité, ouvrage, on parle d'ouvrage et habitant. La question qui se pose, est-ce que dans un site, ou dans une commune, ou dans une wilaya, est-ce que c'est les mêmes ouvrages? Est-ce qu'il y a des ouvrages qui sont beaucoup plus importants que d'autres? Du point de vue vulnérabilité photo, ok. Est-ce que tous les ouvrages sont identiques? Non. Quelles sont les différences entre ouvrages?
Les différences avec le champ. On est en séisme, on est en sismique. S'il y a catastrophe sismique. Les hôpitaux, très importants comme Et on parle d'importance là. Donc il y a des conceptions qui sont très très importantes. Telles que comme on est dit, par exemple, des grands hôpitaux. Les CHU par exemple, okay, centres universitaires. Okay, où on fait des opérations, on fait donc des interventions, on fait de la formation. Okay? Donc ici, bien sûr, l'hôpital doit. Est-ce qu'on peut tolérer qu'il soit en ruine lors d'un séisme? Non, on ne peut pas tolérer. Donc il faut qu'il reste debout cet hôpital-là. Il faut qu'il reste debout. Une centrale, par exemple, une grande centrale, par exemple, d'énergie, de production d'énergie. Imaginez par exemple l'unité d'Adré s'arrête. C'est une catastrophe. Ça va se répercuter sur toute la population. Imaginez par exemple des barrages, des grands aéroports. Donc il y a des choses. Donc on ne peut pas classer du point de vue de vulnérabilité. Les ouvrages seront classés par degré de vulnérabilité. Du plus vulnérable jusqu'au moins vulnérable. D'accord? Par exemple, une grande mosquée, ou là, par exemple une grande bâtisse pour l'administration, c'est différent par rapport à une villa. Ok? Ou là, par rapport à une zone d'habitation, un immeuble d'habitation. C'est moins grave qu'un immeuble administratif qui reçoit du public. Imaginez, nous sommes à l'université, par exemple. Imaginez que vous ayez une catastrophe au niveau de l'université. C'est très grave. Les répercussions seront très graves. Parce que vous avez des dizaines de milliers d'étudiants qui sont en place. Ici, il y a un séisme, ce sera une catastrophe humaine. C'est une élite aussi qu'on doit protéger. Donc ici, nous sommes devant des situations, pour chaque ouvrage, qui ne sont pas les mêmes. Une centrale nucléaire, par exemple. Imaginez qu'une centrale nucléaire soit démolie par le séisme. Donc le séisme va devenir très très petit devant la radiation et devant les explosions. Ok, donc c'est pour ça qu'ici, au niveau vulnérabilité, on doit tenir compte justement, de ce qui va se passer dans le cas d'une catastrophe. Déjà au niveau, par exemple, wilaya. Une wilaya, par exemple, où il y a 4 millions, 5 millions d'habitants, très dense. Et au niveau d'une wilaya, par exemple, qui n'est pas très dense en habitation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc on devrait en général, tout ça doit être pris en compte. Dans l'évaluation sismique, tout ça doit être pris en compte. En général, ici on va parler de... On a vu donc le sol, donc c'était l'accélération qui peut provoquer un séisme dans un site. Le sol aussi qui intervient dans l'aggravation de la situation. Et vous avez aussi tout ce qui est donc habitation, tout ce qui est habitation. Eh bien, on doit aussi tenir compte on doit tenir compte du type d'ouvrage. Ok, du type d'ouvrage. Et c'est pour ça que dans tous les règlements de Parlement, mais ce n'est pas uniquement propre à l'Algérie, dans tous les règlements de Parlement, eh bien, ce paramètre-là sera pris en compte dans l'évaluation du séisme. Et on va généralement, vous avez ce qu'on appelle, à partir des plus vulnérables, donc c'est ce qu'on appelle les ouvrages vitaux. Les ouvrages vitaux, des ouvrages hayawiyin. Ok? Dans la destruction va être une catastrophe sur la population, une catastrophe en plus de l'effet sismique, comme j'ai dit, le manque d'énergie, l'eau, les hôpitaux, les pompiers, la grande caserne des pompiers,
Ok, les centres de décision, tels que les états-majors, la présidence, donc les centres importants, on ne peut pas les classer comme des structures simples. Ils doivent répondre à, ils doivent être classés dans cette catégorie-là. Ensuite, vous avez les ouvrages qu'on peut dire comme étant importants. Important vis-à-vis de quoi? Important en général vis-à-vis des vies humaines. Tous ces ouvrages-là, il peut ne pas y avoir des vies humaines. Par exemple, dans une centrale nucléaire, ou une centrale de production d'énergie, vous n'avez pas beaucoup d'êtres humains. Mais tout ça va se répercuter sur les ouvrages. Toute la population, tous les humains sont affectés par cet effet-là. Et c'est pour ça qu'on les classe dans les ouvrages très importants. Ce qu'on appelle vitaux. Généralement, après, la classification, elle va se faire parce que là, ça devient l'impact. Il n'y a pas un impact qui dépasse la ruine de l'ouvrage. L'impact, il n'y a pas d'impact. Mais sur l'ouvrage lui-même. Et là, on va parler de ce qu'on appelle de population, de vie humaine. Et la limite fixée, par le monde en général, les sociologues, ce qu'on accepte comme risque, c'est-à-dire ici, en généralement, il est limité par le nombre de personnes. On va limiter par un nombre de personnes. Généralement, tout ce qui est public, c'est pas de l'habitation. Tout ce qui est public en général, où il peut y avoir de grandes masses de personnes, tout ce qui est public, doit faire l'objet donc d'être dans ce cadre-là. Et généralement, quand on considère qu'il y a plus de 300 personnes. Plus de 300. Ça, c'est la limite morale. C'est la limite morale. Ok. Tout ouvrage recevant du public qui peut dépasser les 300 personnes est considéré comme étant un ouvrage important. Très important. Et ensuite, vous avez moyennement important, moyennement important. C'est tout ce qui est habitation. Il rentre, donc généralement c'est moins de 300 personnes. Donc on considère qu'il est moyennement important. Okay? Et ensuite vous avez faible, d'importance faible, faiblement important, ok, faiblement important. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui peut être affecté, il est très faible. On parlera aussi d'une importance, pas uniquement de personnes. Des fois, on va même vers les biens. Quand les biens sont aussi très importants, il ne faut pas aussi se permettre de gaspiller des investissements colossaux. Si on fait par exemple une usine qui coûte des milliards de dollars, complètement robotisée, même s'il n'y a pas de personnes, elle ne peut pas être considérée comme étant de faible importance. Là, on parlera de biens. Et ça devient donc, ça devient important, le moyennement important. Tout va dépendre de la sécurité que veut donner le maître d'ouvrage à son projet. Okay. Quand le maître d'ouvrage qui veut se protéger bien, donc je vais vous dire que donc, vous devez le considérer comme étant un ouvrage important. Parce qu'il y va
de tout un investissement qui a été mis sur place. Ok, donc dans la réglementation, il y a deux aspects, c'est les aspects humains restera toujours le premier aspect, mais on peut aussi introduire un deuxième aspect qui est l'investissement qui a été mis dans ce projet. Si l'investissement est important aussi, malgré qu'il n'y a pas de perte humaine, il y a, comme j'ai dit, des robots, etc., mais on ne peut pas se permettre de le classer comme étant de faible importance. Il devient soit moyennement, soit important. Donc ça, c'est les paramètres de classification générale. Donc vous allez retrouver tout ça au niveau réglementaire. Donc vous allez toujours avoir au niveau réglementaire. Donc le séisme sera évalué, l'effet sismique, l'effet d'un séisme, il sera évalué à partir d'une fonction de A, l'accélération, on avait dit c'est l'accélération sismique, qui est tirée à partir de l'aléa, ok, l'accélération du sol, le séisme en toutes circonstances. Vous allez avoir le paramètre site, dans quel site vous êtes, ok, et le paramètre aussi, importance aussi, le paramètre important. Donc en général, une action sismique, un effet sismique, va dépendre de trois paramètres là. L'accélération du site qui est déterminée à partir de l'aléa, ok, très important, moyen, faible, très faible, sismiquement, les zones. Vous allez avoir aussi le site, parce que nous sommes site 1, site 2, site 3, site 4, et l'importance de notre ouvrage. En général, vous allez avoir des facteurs qui sont aggravants. Ici, c'est sûr, plus je descends, plus le coefficient devient important, donc il va croître. Ici, c'est tout à fait le contraire. Plus je monte, et plus le I sera un facteur important. Donc, par exemple, moyennement, il peut être égal à 1, moyen, 1. Important, c'est sûr qu'il sera supérieur à 1. On verra mal les facteurs, mais c'est sûr que ce sera supérieur à 1. Ce sera 1,2 ou 1,3. Et bien sûr, s'il est très très important, vital, et bien là, ce sera le facteur le plus important. Donc le facteur le plus important pour le sol sera le sol un peu S4 ou un peu spécial. Okay. C'est le plus important, c'est sûr. 1,5 ou 1,6 ou 1,4. Et pour l'importance, bien sûr, plus l'ouvrage est important, plus je vous les apporte, beaucoup plus de sécurité. Donc déjà, vous pouvez voir ici que nous avons trois paramètres qui interviennent dans une évaluation sismique. C'est le séisme humain, le site, son sol, sur lequel est bâti l'ouvrage, et troisièmement, c'est l'importance de l'ouvrage. Ok. Donc ça, comme ça, quand on va lire une formule, on va comprendre un peu plus ce que ça veut dire. Ok. Il ne faut pas qu'on reste dans une formule mathématique. Vous allez trouver le paramètre A. Vous savez que ce A, c'est généralement l'accélération du sol dans ce site qui a été déterminé à partir d'analyses statistiques. Fort, faible, très fort. Ok. Vous allez avoir le site, c'est le sol sur lequel est bâti l'ouvrage. On va donner une importance pour la classification, donc ça devient très très important la classification. La classification accélération elle sera donnée par les règles sismiques en fonction de ce qu'on appelle une cartographie sismique, le zoning en général. Donc ça vous allez trouver dans la carte de l'Algérie. Si vous êtes dans un autre pays, vous allez trouver sur la carte de ce pays. Donc on peut travailler n'importe où. On n'est pas lié uniquement en Algérie, on peut travailler dans n'importe quel pays. Il suffit de voir sa réglementation, son zoning,
Et voilà, je peux donc tirer dans la zone, je peux tirer quelle est l'accélération que je dois prendre en considération. Bien sûr, ensuite, vous avez S, vous avez le terme S. S, donc c'est le sol, le site. C'est le site où est bâti votre ouvrage. OK? Et vous avez ensuite l'importance de votre ouvrage. L'importance de votre ouvrage. Et généralement, vous allez trouver tout ça qui est détaillé. Reste à apprécier les choses, reste à apprécier. Donc, il y a التقويم تاعك كل واحد ماشي يقيم المشروع هذاك. D'accord? Donc ça, toutes ces classifications, vous les aurez. Vous devez en général prendre en compte en général. Ok. Ça c'est au niveau donc risque en général. Au niveau donc toujours au niveau risque. Comme ça donc on aura à peu près traité tout ce qui est risque pour comprendre ce qu'on appelle l'esprit de la loi. L'esprit du RPA. Quand on a un règlement parasismique, on va comprendre son esprit. On n'est pas en train de manipuler des chiffres. Ce n'est pas des chiffres. Ce n'est pas 1, 1,2, 1,3. Il y a l'esprit de la chose. Ok? Si quelqu'un peut vous demander de le protéger à plus qu'un site vital. Si par exemple vous avez un I par exemple, l'importance de maximum de 1,6, on peut avoir quelqu'un qui est vraiment qui connaît tout ce qui est sismique, tout ça, et il peut vous dire, il va me protéger à 2. Et le règlement n'est pas contre. Le règlement n'est pas contre que quelqu'un demande des protections individuelles de 2. Parce qu'il a beaucoup d'argent, il veut faire quelque chose qui, même dans le cas où il y a un séisme majeur, il veut être protégé. Donc il va vous dire de changer à 2. Quelqu'un qui n'a pas compris, qu'est-ce qu'il va comprendre? Rien du tout. Il va lui dire non, le règlement ne dit pas, le règlement dit donne un minimum de protection. Quelqu'un peut demander une exigence de 2, et là, je vais, en moi-même, si quelqu'un me demande de le protéger avec un I égale à 2, je dirais que cette personne, elle connaît plus ou moins c'est quoi le séisme, la protection sismique, et c'est quelqu'un de riche aussi. Parce que un pauvre ne peut pas se permettre une protection de 2. Ok? Donc la sécurité en général, tout ce qui est sécurité, ça se paie. C'est un prix fort qu'on va payer. Celui qui a une petite maison, il va faire un petit barodage, ça va lui coûter 50 000 dinars. Celui qui a une villa, peut-être il va mettre des caméras, donc ça va lui coûter 200 000 dinars. Et celui qui est riche, il peut se permettre un poste de garde avec des gardiens partout, donc il va payer peut-être 50 milliards par mois. Donc c'est ça la sécurité. Plus on demande la sécurité, et plus on doit payer pour cette sécurité. Ok maintenant? Donc en général, ça c'est tout ce qui est aspect évaluation d'un effet sismique, je dirais globalement. Bien sûr, ça va différer aussi selon le type de structure. Vous allez avoir aussi différents types de structures ici qui sont soumises à un séisme. Mais toujours est-il, globalement, l'évaluation du séisme intrinsèquement, proprement, défiant, elle se base sur 3 aspects. L'aspect sismique lui-même, l'accélération du site, le sol et l'importance de votre ouvrage. Vous allez trouver ces 3 choses, vous allez les trouver dans tous les règlements. Okay. La différence, je reviens toujours à la différence. La différence entre l'ancien règlement de RPA 99, il inclut, on ne voyait pas l'importance de l'ouvrage dans le règlement, on ne le voyait pas. Parce qu'il donnait, il donnait directement une accélération, donc il prenait en compte, il donnait une accélération l'RPA 99,
l'accélération sismique, le facteur A, qui est défini en général proportion par rapport à G, donc c'est x fois G, la pesanteur. On peut trouver par exemple 0,2G, donc l'accélération sismique elle est égale à 20% de 9,81 mètres par seconde, ou 10 mètres par seconde, si je prends ici 10 mètres par seconde, au carré, et bien 0,2, c'est-à-dire c'est 2 mètres par seconde au carré. Donc l'accélération A, c'est égal à 2 mètres par seconde au carré. Et bien sûr, la force est égale à M gamma. On sait que la force est égale à MA. Et plus vous avez une accélération importante, et plus vous avez une force qui est importante. Et plus vous avez une masse qui est importante, plus vous allez avoir une force qui est importante. Déjà, la force elle est liée à deux paramètres, le paramètre masse et le paramètre accélération. Plus votre ouvrage est lourd, et plus vous allez avoir des effets sismiques qui seront beaucoup plus importants. Okay, c'est pour ça qu'on préfère ces matériaux non lourds. La charpente elle est préférée par rapport au béton qui a une masse très lourde. Les ouvrages en béton sont très lourds. Ça, c'est le handicap déjà vis-à-vis du séisme. Vis-à-vis sismique, plus vous avez M important, et plus vous avez la force importante, plus l'accélération est importante, plus vous avez la force sismique elle est importante. Donc en général, vous avez, dans l'RPA 99, l'accélération, elle était directement donnée par rapport à l'importance. Par rapport à l'importance. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous allez avoir des cas. Okay. On va donner bien sûr pour le 1, elle sera la plus importante. Donc elle sera par exemple 0,4. Pour le 2, ce sera 0,3. Pour le 3, ce sera 0,2. Et pour le 4, ce sera 0,1. L'accélération sismique. Ça, c'est l'RPA 99. On ne voyait pas ici le facteur U, I, l'importance, il est indirect ici. Voilà là. Est-ce qu'on le voit ici? On ne le voit pas. Il a été inclus directement dans l'accélération sismique. Et donc, si quelqu'un va appliquer ces accélérations, il doit tenir compte de l'importance. S'il est dans l'importance de première catégorie, il va prendre 0,4. Dans 2, ce sera 0,3. S'il est dans un ouvrage normal, il va prendre 0,2. S'il est dans un ouvrage pas très important, il va prendre 0. Donc il est indirectement inclus. On ne le voit pas, il est indirectement inclus. Malgré que c'est la même, malgré que l'accélération dans ce site, elle est la même, elle est là. Nous sommes dans le même site ici. Et vous avez une accélération qui est différente. Elle est différente. Malgré que nous sommes dans le même site. Pourquoi? Parce que l'RPA, l'ancien règlement, incluait directement l'importance de l'ouvrage dans un tableau. Maintenant, non. Maintenant, l'RPA 2024, il ne fait pas comme ça. Il va vers le sens international, où A, l'accélération, c'est une constante dans le site. Elle est constante dans le site. OK? Généralement, c'est la moyenne. Par exemple, ici, c'est 0,2. 0,2. Donc, 0,2G. Toujours G. 0,2G. L'accélération toujours. Ajoutez le paramètre G. C'est 0,15 G. C'est à dire 0,15 sans connaître c'est quoi 0,15. C'est 0,15 G. Donc, on peut calculer l'accélération. C'est 0,2 G. 0,3 G. On ne vous le donne pas, on vous écrit 0,2, 0,3, 0,4. Mais il faut savoir que c'est une accélération qui dépend de l'accélération de la pesanteur. OK. Et bien sûr, maintenant, pour 2024, دخلوا le paramètre importance. ولا عندها importance. I, اللي هو هذا كما هنا هذا سي 1 بين 1 fois 0,2 c'est 0,2. Ici donc ce sera 0,5. 0,5 fois 0,2 c'est 0,1. Ici ce sera c'est sûr. Après ça c'est 1,5. Ici c'est 2. Ok? Donc ils ont maintenu l'accélération constante, mais ils ont introduit
2. Donc c'est 2 fois 0,5. C'est 2 fois 0,2, c'est 0,4. C'est 1,5 fois 0,2, c'est 0,3. 0,2 fois 1, c'est 0,2. Et 0,5 fois 0,2, c'est 0,1. Donc on retrouve les mêmes valeurs. On trouve les mêmes valeurs. Ça veut dire rien n'a changé. Mais au niveau conception, au niveau compréhension, c'est plus explicite. C'est plus explicite. Parce que quand vous allez lire les autres règlements, dans tous les règlements du monde, vous avez l'importance qui est définie par un facteur d'importance, avec lequel on multiplie l'accélération sismique, l'aléa sismique. Ok, là, donc ça c'est à peu près l'esprit. Bien sûr, ici vous avez le RPA 99, c'était un mélange entre l'ancien RPA et le règlement français, le PS 92. Ok? Le PS 92. Maintenant, c'est tiré à partir de l'Eurocode 8. L'Eurocode. On est allé vers l'Eurocode 8. Ok? C'est presque intégral. C'est presque intégral. C'est l'Eurocode 8. Ok? Sauf que l'Eurocode 8, il est beaucoup plus explicite. Mais le RPA 2024, il est beaucoup plus explicite. Il comporte 3 documents. L'Eurocode 8, il comporte 3 documents. 8.1, 8.2, 8.3. 8.1, c'est les considérations générales. 8.2, c'est tout ce qui est consécutif et vérification. La même chose pour 8.3. Donc, il est plus explicite. Donc, je conseille aux gens qui veulent utiliser l'RPA 2024, ils doivent en même temps avoir avec eux l'Eurocode 8. Parce qu'il y a des choses où ils sont totalement identiques et qui sont, comme je dis, plus expliquées au niveau de l'Eurocode 8 que de l'RPA 2024. À peu près c'est ça ce dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est ça. Donc voilà, je vous remercie. On va prendre un peu de votre temps. Shukran.